Allez, bonjour mesdames, bonjour messieurs, beaucoup de plaisir pour nous parce que nous sommes ensemble une fois encore dans le cadre de cette émission dénommée Espace Miné jusqu'à 11h52. Nous aurons le temps de passer au pain fin le sujet majeur mais aussi d'autres points importants qui marqueront donc le squelette de votre programme de ce matin. Espace Miné, c'est naturellement la revue de la presse. Espace Miné, c'est aussi la dénonciation. Espace Miné, c'est le thème central. Pour le thème central de ce matin, nous allons essayer d'être un peu partout en Afrique et de regarder ce qui se passe quand on va parler du sommet de nos États. La transition, bien naturellement, comment se font-elles depuis un certain temps? Ça sera le cas pour nous aujourd'hui de revenir de fond en comble dans cette interrogation, le regard que l'Africain porte sur les transitions de ces différents États depuis un certain temps. Ça sera la grosse thématique de votre émission de ce matin, mais avec cela, nous aurons le temps de justement vérifier ce qui se passe dans notre quotidien ici à Yaoundé et même aussi au Cameroun d'une manière générale. Et pour le faire, ça sera avec vous dans vos différentes réactions. Ça sera également avec tous les panélistes que nous avons l'habitude de convier sur ce plateau. Ils sont juristes, nous les aurons pour les deux. Nous aurons également notre consultant permanent de tout le temps. Il s'agit naturellement de Blirou Niemek, à qui je voudrais souhaiter la bienvenue sur ce plateau de Espace Miné. Bonjour. Bonjour Ifangono, monsieur Ifangono, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. La citation du jour, la voici. Vous n'avez pas besoin d'éteindre la lampe des autres pour que la vôtre brille plus. Chaque lampe s'éteindra à un moment ou à un autre. Vous n'avez pas besoin d'éteindre la lampe des autres pour que la vôtre brille plus. Chaque lampe s'éteindra à un moment ou à un autre. Ah oui, c'est noté. Bien, à côté de vous, c'est aussi quelqu'un qui a un rituel chaque matin, mais ce matin, il est revenu aussi parce que c'est avec lui qu'on a aussi la dénonciation. Avant d'en arriver là pour parler de la dénonciation, il faut tout simplement souhaiter la bienvenue à Bernardo. Bernardo, bonjour. Bonjour, monsieur Ifangono. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs disséminés à travers le monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Aujourd'hui, nous sommes le 7 du mois de juin et aujourd'hui se commémore la journée mondiale du martinet. Le martinet fait partie des espèces d'oiseaux que l'on retrouve dans tous les continents, sur tous les continents. Et donc, les organismes qui militent pour la protection de la biodiversité, de la nature, de l'écosystème, travaillent au quotidien pour que certaines espèces en voie de disparition soient protégées. Ouais. Donc, le martinet en fait partie et donc aujourd'hui est la journée qui est généralement consacrée pour les études et réflexions sur tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour sauvegarder, pour protéger les intérêts et la vie du martinet. Un très bel oiseau avec un large plumage. J'allais vous demander de nous décrire un peu quel est... Oui, le martinet est un tout petit oiseau, généralement gris. Il est gris, avec quelques couleurs rouges et jaunes, avec un bec pas très long, avec de très larges... Il est très beau à voir, le martinet, en tout cas. On peut le trouver au Cameroun? Oui. À Mayumessala, on peut le trouver? À Mayumessala, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Mais à Yaoundé, des fois, en soirée, les martinets, ils sillonnent les airs. Je pense que je prendrai une image, je la garderai et puis peut-être je la ferai passer ici le moment venu. C'est très important. Pour que nous puissions savoir quelle espèce en voie de disparition nous devons protéger. Et vous dites que le martinet, c'est le martinet ou la martinet? Le martinet. Le martinet en fait partie. Donc, forcément, il faut que les Camerounais sachent comment reconnaître le martinet, même à distance, et pour pouvoir mieux le protéger. Tout à fait. Merci. Soyez les bienvenus. Le troisième invité sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est un juriste consultant. Il a accepté notre invitation, du coup, pour parler de ce que nous avons arrêté comme sujet ce matin. Je voudrais vous signifier, dames et messieurs, la présence avec nous sur ce plateau de Maître Mahou. Bonjour. Bonjour, monsieur Ifangono. Bonjour à votre riche panel. Je ne manquerai pas de dire bonjour à nos millions de téléspectateurs qui regardent chaque fois Espace Miné entre 10h et 11h52. Je voudrais vous signifier que hier soir, lorsque je parcourais les réseaux sociaux, je suis tombé sur je peux dire ça, une publication et ça concernait l'accident qui s'est produit à Ezeka. Et donc, on nous présentait une affiche
de presque 12 membres de la même famille qui seront enterrés au même moment. Vous imaginez la peine qu'endure cette famille. C'est-à-dire que 12 cercueils probablement seront placés dans un hangar. Ça m'a beaucoup choqué. Je vous dis que j'ai passé une très mauvaise nuit en sens ça parce que c'est une décimation de toute une famille. Vraiment, nous prions l'Éternel Tout-Puissant que cela ne se reproduise plus. Et nous apportons, n'est-ce pas, comment dire ça, c'est-à-dire que tout notre réconfort ou bien toute notre compassion à cette famille si durement éprouvée. Oui, c'est partagé. Vous avez certainement suivi en fond sonore une voix qui vous est agréable et que vous reconnaissez forcément. Bien sûr, lui aussi, il répond présent pour parler du 4e invité sur ce plateau. Il est directeur de publication du journal Leader Presse. Il a été convié pour apporter du sien. D'ailleurs, il ne désigne sous aucun moyen ni sous aucune disponibilité pour parler de son temps fort surchargé pour répondre favorablement à notre invitation. Le cas de ce matin, Ambroise Darmanga, bonjour. Bonjour Jean-Bruno et bonjour à tous les copanélistes. Bonjour également à ceux qui prennent la peine d'être édifiés à travers ce programme. Oui, avec vous, je voudrais aborder un sujet qui est resté jusqu'ici très effroyable. Cette information qui nous parvient depuis Obala, où un vendeur de beignets a été surpris dans des pratiques bizarres. Et ça fait le tollé depuis pratiquement 2 jours aujourd'hui. Oui, c'est monnaie courante au Cameroun. C'est pratique, pardonnez-moi. Il faut dire que la plupart des commerçants, je veux dire la plupart des commerçants sont véreux. C'est pas la première fois que nous avons vent d'une telle histoire. Souvenez-vous qu'en Balmayo, dans le département d'Union Isso, une femme également faisait les beignets accompagnée de la bouillie. Et dans la bouillie, on a retrouvé les garnitures de menstrues. Et cette femme a été condamnée à purger une peine en Balmayo. C'est pour cela que je profite de cette tribune pour inviter les Camerounais et même les expatriés qui vivent au Cameroun à plus de responsabilité, à plus je voudrais dire de prudence, d'abord de prudence, parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux une femme qui lavait son dollet dans des eaux souillées. Et il y a aussi eu ce petit enfant qui vend des noix de coco et qui part les laver dans une mare d'eau, c'est-à-dire dans une mare d'eau. Vous voyez au Cameroun et dans les grandes métropoles, même partout, vous voyez des gens ramasser des bouteilles dans des caniveaux pour en faire des récipients d'huile et de folerie, tout ça. Et vous voyez des Camerounais inconscients, parce que les Camerounais sont dans une situation inconfortable qui ne dit plus son nom. Les gens ne se soucient même plus d'eux-mêmes. C'est-à-dire les gens... Donc, la situation de Bala, je pense que on dit souvent 99 jours pour le voleur, un jour pour Dieu. Prise de conscience collective. Merci à vous, très cher Ambroise Darmanga, d'avoir répondu présent à notre invitation de ce matin. Mesdames et messieurs, juste une courte pause. Le temps d'accueillir ici l'homme de la revue de la presse. Bien, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Koumi Yetoutan et plus précisément dans l'amour Nkolokoum. Nous avons l'obligation d'accueillir l'homme de la presse. Théophile Vianebia, bonjour. Merci, bonjour Jean-Bruno et Fangono JBE, bonjour à votre panel ce matin, bonjour également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices que je retrouve fièrement. C'est toujours un plaisir d'être là pour la revue de presse. La nuit a été? Elle a été un peu facile, mais bon, il faut dire que les nuits ne sont pas très faciles ces derniers temps, mais bon, on fait un effort de rester... De s'oublier un peu et d'attendre le matin tranquillement. Quand on voit la lueur du jour, on se dit Dieu merci, nous sommes debout. Et c'est le cas maintenant, parce que vous avez cette obligation monumentale de nous dire ce que disent les presses.
Merci Jean-Bruno Efangono. Il faut dire que les journaux sont disponibles en kiosque et nous allons découvrir ensemble les actualités qui sont traitées dans ces différents journaux. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec Info Matin de Dieudonné Mvang qui parle de cet incendie du lycée d'Ayos avec ses 4 élèves qui sont donc aux arrêts. L'information barre la grande une de ce journal, mais les détails sont à lire en page 3. Info Matin précise que les présumés délinquants de la classe seconde A4 espagnole, moyenne d'âge 16 ans, ont été interpellés ce 4 juin par les éléments de force de sécurité de l'arrondissement éponyme. Mécontents de n'avoir, apprend-on, pu être admis en classe supérieure, ils auraient entrepris le 1er juin dernier de mettre du feu dans un bureau contenant bulletins et actes de naissance, entre autres. Le journal Info Matin parle donc de cette actualité ce jour et revient sur cette affaire en grande une. CEP et First School Living Certificate, on en parle au bas de une de ce journal. Sérénité tout azimut, c'est l'information qui est relayée par le journal Info Matin en page 4. Près de 250 000 élèves du CM2 et classe X des deux sous-systèmes francophones et anglophones de l'éducation de base ont abordé ce 6 juin les épreuves écrites du CEP et du First School Living Certificate. On parle donc de sérénité autour du déroulé de ces examens de fin d'année avec le journal Info Matin qui a donc pu faire le tour et qui a pu constater que ces examens se déroulent en toute quiétude sur l'ensemble du triangle national. Le jour d'Aman Mana reste en éducation et parle de gouvernance, absentéisme des enseignants. Parlons-en. La traque lancée par le ministre des enseignements secondaires n'est pas du goût de certains qui craignent que la dénonciation anonyme ne tourne au règlement de compte. C'est un dossier qui vous est présenté ce jour en grande une du journal Le Jour. De la page 2 à la page 3, vous lisez donc les détails de ce dossier. Social Democratic Front, pour parler politique, le journal d'Aman Mana revient donc avec le SDF en page 5, la succession du chairman se prépare, c'est l'information qui est présentée ce matin au bas une du journal Le Jour. Le messager reste en politique et nous amène du côté du Sénégal. Démocratie brouillée, la guerre des roses entre appétit d'instrumentalisation ou d'inféodation entre le chef de l'exécutif et les juges. Les conflits à l'intérieur des nations naissent de leur mise en œuvre. Le Sénégal parle à l'Afrique. Le journal revient donc sur le cas du Sénégal ce matin. La Nouvelle Expression parle également du cas du Sénégal et s'intéresse à cette réaction de Paul Simon Andi qui revient donc en disant que tout scénario qui exclurait Ousmane Sonko de la présidentielle serait porteur de violence. C'est cette réaction qui vous est présentée ce matin en page 12 du journal La Nouvelle Expression qui parle donc du cas du Sénégal pour revenir sur la situation politique de ce côté. Poissons congelés, Congélcam et l'OPAD à couteau tiré. Le conditionnement de 650 conteneurs de poissons à la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala est à l'origine de la brouille qui existe entre les deux structures. C'est l'information qui est à lire ce matin au journal La Nouvelle Expression en page 2. On s'intéresse également à l'Assemblée nationale, un texte très attendu. Il s'agit bel et bien de ce texte qui revient donc sur la situation de la double nationalité des Camerounais qui vivent à l'étranger. Et Singan de Marie-Robert et Lundu parle de ses accréditations pour revenir sur les nouveaux chefs de mission diplomatique au Cameroun avec le déclic BIA. 6 nouveaux ambassadeurs et hauts commissaires ont présenté leur lettre de créance au président de la République Paul Biya le lundi 5 juin 2023. C'était au palais de l'Unité ici même à Yaoundé. Le ballet diplomatique va se poursuivre avec les 13 restants d'après l'information qui est présentée ce matin en page 3 du journal Essingan. Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Ce journal revient sur l'intégralité des nominations des services centraux et déconcentré. Mutation parle également du MINCAF et revient donc sur la participation du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières au GECOM 2023. On parle de sécurité alimentaire, l'équation de la terre. Après les échanges autour de l'exposé du MINCAF aux Journées économiques internationales des communes à ce sujet, le directeur des Domaines pousse la réflexion plus loin et cette réflexion vous est présentée ce matin en page 5. Leader presse d'Ambroise Médard Manga reste au GECOM 2023 avec la participation de la commune de Bicok qui était donc à l'assaut des investisseurs. Ce journal revient donc plus précisément présenter ici les multiples investisseurs glanés par la commune de Bicok et on parle ce matin. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal. Le journal revient en page 3 pour donner plus d'explications et plus de réponses naturellement aux attentes des lecteurs. Parlons bel et bien de la commune de Bicok
Biko qui était donc à l'assaut des investisseurs du côté du GECOM 2023. Allons du côté de Mengeme pour parler de la célébration du 20 mai qui s'est donc déroulée de ce côté sous fond d'inauguration de la tribune de Mengeme qui était donc inaugurée lors de la cérémonie marquant bien évidemment la fête de l'unité nationale. Le journal Leader Presse était donc de ce côté et revient donc sur bel et bien l'embellissement et bel et bien le joyau architectural qui meuble et qui surplombe donc à présent la ville de Mengeme. Ruth Ebolova comme deux cribis descendent sur le terrain du groupe de travail. On en reparle ce matin avec ce journal qui n'a pas oublié de revenir sur la distinction honorifique de l'honorable Hélène Atangana qui a été élevée à la dignité d'officier de l'ordre de la valeur. On en parle en page 9 du journal Leader Presse. Intégration, la tribune des communautés qui est en kiosque reste au GECOM 23 avec cette 33 conventions au profit des collectivités territoriales décentralisées. Ces conventions vous sont donc présentées ce matin en page 12. On parle également de Balthazar Ngonga Edjo. Ce que nous ferons de ce mandat. Le président de la commission de la CEMAC se découvre après sa prestation de serment le 2 juin 2023. Son cahier de charges est donc présenté ce matin de la page 5 à la page 9. Vision économique reste dans l'actualité économique et s'intéresse à l'emprunt obligataire 2022-2029. L'État a déjà payé 14,6 milliards de francs CFA aux souscripteurs. C'est l'information qui est présentée ce matin. Le Trésor public a mis 14,6 milliards de francs CFA à la disposition des souscripteurs en guise d'intérêt pour revenir donc bel et bien sur l'emprunt obligataire un an après son émission. L'économie de Thierry Ekouti parle de commerce extérieur. La balance commerciale du Cameroun toujours déficitaire en 2022. L'évaluation a été faite par l'Institut national de la statistique dans son rapport sur les comptes nationaux au 4e trimestre de l'année dernière. L'élite nous amène du côté de la commune de Yaoundé 2e avec le compte administratif qui a été donc validé par acclamation. Développement local, commune de Yaoundé 2, autour du compte administratif 2022. C'est par acclamation que l'ensemble des conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e a adopté le compte administratif de l'exercice 2022. République Presse parle de cette coopération entre le Cameroun et la République centrafricaine. De nouveaux acteurs dans le transport des marchandises. Ces acteurs sont donc présentés ce matin, ainsi que cette nouvelle coopération entre le Cameroun et la République centrafricaine. Et si on parlait crise anglophone avec Émergence, où en est-on? S'interroge le journal Émergence qui revient également parler ce matin de la Coupe du Cameroun en présentant les affiches des 8e de finale. Cameroun Tribune qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV reste également dans la Coupe du Cameroun avec les affiches des 8e de finale. Le tirage au sort a eu lieu hier à la Fédération camerounaise de football et propose de belles confrontations comme celle entre Coton Sport et Eding ou encore celle opposant Canon à Fauvou. De la page 28 à la page 29, vous pouvez donc consulter ces affiches. Parlons bel et bien de la Coupe du Cameroun, les affiches des 8e de finale qui sont donc disponibles. Lutte contre les discours de haine, la grande mobilisation aux initiatives des pouvoirs publics se greffent des actions énergétiques d'acteurs de la société civile, de l'université et des partis politiques entre autres. L'objectif ici est donc d'encercler et étouffer ce fléau à travers des campagnes de sensibilisation, des meetings et des sanctions lorsque cela s'impose. À lire donc dans ce journal qui est en kiosque et qui revient donc sur la lutte contre les discours de haine au Cameroun. C'est bel et bien avec le quotidien gouvernemental que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons ce matin très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci JB. Vous avez dit votre remerciement à l'endroit des téléspectateurs. Nous voulons vous traduire notre reconnaissance dans cette fabuleuse visitation des tabloïds ce matin. Merci. Nous espérons que demain sera encore un autre jour avec une autre élégance et même une autre éloquence. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on se dit pour ce soir? Vous donnez rendez-vous à vos téléspectateurs au 19-20.
19h, c'est bel et bien le journal en anglais et 20h, c'est le journal en français sur Info TV. Nos éditions des journaux vont donc s'intéresser à cette actualité pour revenir naturellement sur le milieu scolaire au Cameroun. On a donc pu constater que les violences continuent de grimper en milieu scolaire. On s'intéresse donc à la place des psychologues dans les écoles. Quel mécanisme à mettre en place, évidemment, pour essayer de mettre de côté, de juguler et même de faire disparaître les violences qui continuent de monter d'un cran en milieu scolaire. On en parle aux 19h et aux 20h ce soir. On va également revenir sur une autre actualité assez importante. On parle ici de civisme, on parle de patriotisme, on parle d'emblèmes nationaux, l'importance, la valeur des emblèmes nationaux et comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas la bonne maîtrise, d'abord la bonne maîtrise des emblèmes nationaux et même n'attachent plus du prix au respect de ces emblèmes nationaux. Très important comme sujet. Je vous en prie. Ce qui me reste, c'est d'attendre aussi, comme les autres, regarder avec beaucoup d'amour ce que vous allez nous proposer dès 19h jusqu'à 20h ce soir dans le cadre des formations de la journée. Nous vous souhaitons bien de choses. Merci, bien de choses à vous et très bonne suite d'émission, ainsi qu'à vos panélistes qui sont très bien préparés ce matin pour dérouler ce programme. Merci. Juste une petite transition et on revient sur le plateau. Bien, nous allons essayer de repartir en quelques secondes seulement dans certaines informations et sur certains murs des tabloïds présentés par Vianney. Je commence avec vous, Biero Nyemek. Cette actualité que nous relaie ici, Info Matin, parlant de 4 élèves aux arrêts. Ils sont présumés être auteurs de l'incendie qui a consumé les bureaux de tout un établissement. Là, nous sommes du côté d'Ayos. Oui, nous avions reçu de la part de la bouche de M. Bernard Basson cette dénonciation la semaine dernière, je crois. Nous n'avions pas encore l'identité des criminels. Vous aimez en droit dire présumés. Donc nous n'avions pas encore l'identité des présumés criminels. Maintenant, je crois que les autorités sont sur la voie de ces criminels. Comme Info Matin nous l'indique, ils sont 4 aux arrêts. Nous supputions entre des étudiants de terminale qui auraient concouru pour le bac et qui craindraient que leur copie ne soit pas bonne, qui auraient donc eu l'idée de s'aborder l'examen. Mais il y avait sur le plateau, je me rappelle, c'est Olivia, qui, elle, suggérait l'idée que ça aurait pu bien être des étudiants des classes intermédiaires qui, après avoir constaté qu'ils ne passaient pas en classe supérieure, aurait pris sur eux de brûler les édifices. Le temps pour vous de prendre toutes les forces parce que c'est un sujet assez important. Oui, ça va. Voilà. De brûler les édifices du lycée d'Ayos. Cette situation nous a inquiétés parce que de tout petits enfants, maintenant on nous dit que c'est des élèves de classe de seconde qui ont pris sur eux de brûler les édifices. Ça montre le manque de conscience à la fois sociale et patriotique. Ça montre l'échec de la chaîne éducative. Parce que les enfants, je le dis souvent, ne s'éduquent pas eux-mêmes. On éduque les enfants. Ces enfants sont le fruit de notre échec. Nous les éducateurs, nous la société. Ils sont devenus brigands. Mais comme on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, ils iront d'abord là où ils doivent aller. C'est-à-dire que les prisons n'ont pas été prévues pour être remplies par des poules et des canards. C'est par des individus qui se rendent coupables de ce genre d'acte. Ils iront donc d'abord là-bas. Et je reste constant que les parents ne nous encombrent pas. Je vais lire Info Matin, bien évidemment, pour avoir les noms de ceux-là. Oui. Ils iront donc en prison. On espère que la prison leur fera du bien. Ce que la société ouverte, parce que la prison c'est la société fermée, ce que la société ouverte n'a pas pu leur donner, peut-être que la prison va le leur donner. On ne peut pas leur accorder de circonstances atténuantes. Parce que c'est de la méchanceté. La pure méchanceté. En brûlant ces édifices, ils ont brûlé les actes de naissance. Leur objectif, s'il avait été atteint globalement, aurait détruit aussi toute l'année scolaire et la vie de beaucoup d'entre eux. Donc c'est des criminels. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Merci.
Ouais, ça c'était ce que nous disait Info Matin. Nous allons prendre, justement parce que vous-même vous êtes là, Ambroise Médard Manga, leader presse, nous renseigne quand même que beaucoup de bonnes choses sont dites, sont passées pour les JCOM 23. D'une manière générale, le regard qu'on pose sur cette session. Oui, d'une manière générale, parce que j'ai pris part à ce grand rendez-vous pendant au moins 2 jours. J'ai pu suivre les exposés et les présentations des investisseurs au Palais des Congrès de Yaoundé. Je voudrais ici très humblement féliciter le président Tamba. Ça démontre qu'au Cameroun, il y a des gens qui peuvent oser. Vous savez, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Les CVUC à l'époque, personne ne maîtrisait véritablement ce que... Vendait cher la peau de... Et maintenant, avec l'arrivée de Tamba, il y a une nouvelle dynamique. Il y a du mouvement dans les CVUC. Et au Palais des Congrès, il y a des nouvelles politiques qui ont été présentées au gouvernement camerounais et à ses collectivités territoriales décentralisées. On nous a parlé du problème d'alimentation en eau potable dans, par exemple, la ville de Yaoundé, où ils ont pris un exemple, ils ont cité un exemple de Fundi, qui était un potentiel réservoir d'alimentation en eau potable à Yaoundé. Les investisseurs s'étonnaient du fait que nous sommes allés à Sanaga, des kilomètres, des centaines de kilomètres, pour chercher de l'eau, alors que l'on l'avons sur place. Ils ont dit qu'il fallait mesurer la bactériologie de ce fleuve, de ce cours d'eau, pour savoir quelles sont les politiques à mettre en place pour que l'eau soit potabilisée et pour qu'elle puisse couler dans les ménages. Et puis nous avons vu l'agriculture. Vous avez vu un tableau présenté ici, l'équation de la terre. Et ils nous ont montré des techniques aujourd'hui des techniques par drone pour cultiver. Alors que nous sommes encore à l'étape de la houe et de la machette à la main, où ils nous ont démonté le riz. Ils ont dit que ce que vous entendez, que même sur les toitures, on peut cultiver au Cameroun. Ils ont démontré. Donc c'était une grande école. Et donc on devrait mettre à profit tous les enseignements qui ont été présentés au Palais des Congrès lors de ce rendez-vous économique dédié aux collectivités territoriales décentralisées. Merci. Bernardo Basson, avec vous, nous allons peut-être revenir un peu pour parler de l'école, et cette fois-ci avec le journal Le Jour qui nous parle de l'absentéisme des enseignants, alors que nous sommes justement au soir de l'année scolaire 2022-2023. Si aujourd'hui on peut décrire l'absentéisme, ça veut dire que le mal il est profond. Les résultats peuvent être alarmants. Je ne suis pas en train de lire dans la boule de cristal. Encore moins, je ne peux pas m'autoproclamer oiseau de mauvais augure pour signifier ce qui sera négatif d'ici quelques semaines. Du moins, Le Jour nous en parle. Il est compliqué de vouloir relever de façon sectorielle un problème alors que l'ensemble du tissu lui-même est suffisamment gangréné. Donc la question des enseignants au Cameroun a déjà suffisamment été abordée, mais la problématique elle est complètement ailleurs. Je ne vais pas l'exhumer aujourd'hui de peur de faire des mécontents, mais lorsque des personnes sont clochardisées, maltraitées, sous-payées et parfois recrutées de façon douteuse, il est clair que les conséquences seront manifestement évidentes. Aujourd'hui, on sait très bien que dans des écoles normales pour les enseignants titulaires, si certains brillent par leurs compétences, d'autres ont accès de façon plus ou moins maladroite, je préfère le dire ainsi. Et forcément, le résultat ne peut pas être celui qu'on escompte pour les besoins d'encadrement de nos enfants ou petits frères. Deuxièmement, depuis la dévaluation du CFA, on constate que la situation salariale de l'enseignant au Cameroun est vraiment précaire, à tel point que naturellement, il est appelé à aller rechercher d'autres sources de financement pour pouvoir subvenir aux besoins quotidiens. Et forcément, il faut délaisser le lycée pour aller dans le collège ou multiplier les collèges et donc être au pas de course pour pouvoir joindre tous les bouts et pouvoir se nourrir ou se vêtir à la fin du mois. Et troisièmement également, certains promoteurs d'établissements d'enseignement privés ne traitent pas toujours très bien les enseignants. Ce qui fait que, à un certain moment, les enseignants préfèrent quitter les salles de classe,
créer leur groupe de répétition pour extirper quelques d'autres enfants ayant les moyens de pouvoir le faire, afin que cela aille se faire former là-bas parallèlement pour compléter éventuellement ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Donc plusieurs raisons expliquent cela. Mais surtout, je vais subtilement glisser cela, la politique nationale éducative ne vise pas vraiment la promotion de l'éducation. Parce que comme je l'ai toujours dit ici, lorsqu'une société est constituée de personnes très bien éduquées, à terme, on a des gens qui seront un contre-pouvoir. Donc dans certains pays d'Afrique et du monde, on se rassure de ce que les jeunes soient bêtifiés, que les jeunes soient sous-éduqués, parce que le but est de ne pas leur permettre d'avoir le matériau suffisant pour penser grand, pour penser la chose politique et économique. Donc comme je dis, plusieurs raisons intestines peuvent être mises là, on peut les juxtaposer, croiser ou entrecouper, mais il y a quand même un panorama qui se peint et qui tend à démontrer qu'à mesure que le temps passe au Cameroun, l'éducation n'est pas la chose prioritaire pour les gouvernants. Merci beaucoup. On finit avec vous, Maître Mayo. Quand on a cette information que nous relaie le journal La Nouvelle qui renseigne, on parlait encore de cela il y a quelques jours, qu'il y a deux entités qui sont à couteau tiré. D'un côté, Congelcam, qu'on ne va pas nommer ici, mais aussi le port autonome de Douala. Oui, avant d'aborder votre préoccupation, je voudrais rassurer notre consultant Blériot. Je comprends la rigueur avec laquelle il traite l'affaire de l'établissement brûlé du côté d'Ayos. C'est Ayos, non? Oui. Du côté d'Ayos. Mais tout en lui rassurant que ces élèves peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. Il faut dire que la loi pénale a tout prévu, que ce soit les causes exonératoires, que ce soit les circonstances atténuantes, surtout pour ce qui concerne la minorité. Mais je voudrais également que vous attirez votre attention sur le fait que les élèves seuls ne peuvent pas simplement se lever comme ça et concorder quand même tout un plan comme ça et aller poser un tel acte. Le plus souvent, il y a toujours quelqu'un derrière, n'est-ce pas, ce geste, soit qui encourage, soit qui planifie et les expose. Donc, je voudrais attirer l'attention des enquêteurs sur ce fait, n'est-ce pas, pour qu'on approfondisse les enquêtes. On peut mettre la main sur d'autres personnes qui auraient qui seraient soit des co-auteurs, soit des complices. Mais pour les élèves seuls, ils sont déjà pris. Mais qu'on approfondisse davantage, parce que vous savez, ça c'est toute une chaîne. Ça peut aussi peut aussi tourner autour des enseignants. On a vu aussi des cas où les chargés de mission sont arrivés, on a tripatouillé les épreuves à un moment donné, parce qu'on voulait faire disparaître les preuves. On a mis à feu à ça tout un établissement, parce que de temps, bien entendu. Donc, en fait, c'était pour faire, n'est-ce pas, cette petite sortie. Et maintenant, pour ce qui est du conflit entre le port autonome et l'entreprise Congelcam, que je ne voudrais pas citer ici pour ne pas faire une certaine publicité. Bon, voilà, mais c'est normal. Nous sommes là dans une situation, n'est-ce pas, de guerre, pas de positionnement, mais comment dire, d'intérêt. Le port autonome de Douala, et vous savez, Congelcam fut à un moment donné le seul importateur de façon au Cameroun. Il est vrai que je ne maîtrise pas le fond du dossier, mais toujours est-il que tel que le problème est présenté dans les réseaux sociaux, nous sommes là dans les guerres d'intérêt. D'accord. Les guerres d'intérêt, quand on nous a annoncé il y a quelques jours aussi qu'il y a eu une saisie de plus de 15 conteneurs ayant du poisson avarié, ça peut se comprendre aussi à partir de là. Mesdames et messieurs, juste une petite virgule pour prendre la dénonciation du jour. La dénonciation du jour, c'est une affaire de Bernardo Basson. Alors, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Aujourd'hui, on dénonce, comme souvent, la situation d'un papa irresponsable, mais dont on a les moyens quand même de saisir. C'est-à-dire, on a les moyens de le saisir. Déjà, je l'ai même fait. Alors, une jeune dame s'est présentée ici, il y a quelques jours, faisant état de ce qu'elle a vécu 10 ans avec un monsieur. Ils ont eu 3 enfants. Et du jour au lendemain, le monsieur, ils se sont séparés. Donc, le monsieur est parti. Et il ne s'est plus jamais occupé de ses enfants. Donc la dame est dans une église et heureusement pour elle, ses frères d'église l'aident généralement lorsqu'il faut scolariser les enfants et le reste. Elle a donc
contacté son ex-compagnon et lui a demandé de subvenir aux besoins des enfants, ce qu'il a refusé de faire. Elle est allée au service social. On a convoqué le monsieur là-bas. Ils se sont engagés à ce que le monsieur lui reverserait 50 000 francs tous les mois. Le monsieur travaille à la mairie de Yaoundé 7 en Colbison. Lorsque la dame est venue me présenter la situation, je lui ai dit, moi je ne dénonce pas sans avoir des éléments de preuve. Donc j'ai demandé le contact du monsieur. Je lui ai téléphoné directement, il n'a pas décroché sur le coup, mais juste après il m'a rappelé. Et je lui ai dit, d'accord, monsieur, je suis à la télévision Info TV. Madame Irène Elundou est venue se plaindre chez moi. Elle m'a dit que vous avez 3 enfants ensemble. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit oui. Et donc, vous ne prenez pas son avec le service social. Vous a demandé de donner 50 000 tous les mois. Quel est le problème? Il m'a dit, non, vraiment, moi, je suis plus avec elle. Moi, j'ai une autre femme. J'ai ci, j'ai ça. La dame a un petit travail. La mère des enfants a un petit travail, mais depuis peu, avec les problèmes, son employeur a décidé de réduire sa paye. Donc aujourd'hui, elle gagne environ 25 000 francs CFA et c'est extrêmement difficile pour elle. Donc j'ai pensé qu'il fallait que les démineurs s'y penchent aujourd'hui, qu'on contacte éventuellement la mairie dans laquelle le monsieur est employé, pour lui faire comprendre que la mairie, c'est des questions sociales, pourrait éventuellement discuter avec le monsieur et trouver une solution alternative à la situation conflictuelle. Donc j'ai pensé qu'aujourd'hui, il fallait éventuellement qu'on en parle afin de sortir de là. Bon, le nom du monsieur, je vais pas le donner parce que généralement, c'est pas... On n'est pas dans un conflit de personnes. Nous avons assez de précisions déjà sur le concerné. Conflit de personnes, mais dans un fait social qui mérite peut-être d'être évalué aujourd'hui. Oui, évalué et avec minutie. Pour le faire, je voudrais d'abord me retourner vers Ambroise Médard Manga. Vous êtes l'homme de l'investigation. Voici une situation un peu gênante. Il y a une confusion de temps et de rôle parce que le monsieur a complètement abandonné, je ne vais pas dire sa famille, mais ses enfants. Parce qu'apparemment, il ne voudrait plus être avec celle qui était sa femme il y a peu de temps. Vous savez, ça relève des problèmes sentimentaux dans un premier temps. Et lorsque on se retrouve dans ce genre de situation, il faut aller en profondeur pour avoir tous les éléments qui concourent à des agitations et des agissements de la sorte. Vous savez, quand on a une femme, on passe du temps avec elle et 10 ans après, on se sépare, il y a forcément quelque chose qui a dégoûté. Mais là où le monsieur n'a pas raison d'emblée, c'est qu'il a reconnu sa progéniture. Et le différent, c'est entre lui et sa partenaire, la mère de ses enfants. Par conséquent, il devrait s'occuper de ses enfants et ignorer la maman, comme il a répondu à Bernardo, qu'il n'est plus, il a une autre femme normale. Tout le monde, du jour au lendemain, tu peux décider de ne plus être avec X ou Y lorsqu'on ne croit pas en Dieu. Lorsqu'on ne croit pas en Dieu, on peut s'hasarder à mettre en péril la vie, le sentiment des autres. Donc, aujourd'hui, c'est le maire Tamba, qui est de Yaoundé 7, le président des services, c'est lui le maire de Yaoundé 7, il sera contacté parce que dans le cadre de l'investigation, nous allons voir clair là-dedans et pour que les mesures, parce que le service social n'a pas de mesures coercitives pour réprimer les gens. C'est-à-dire le service social fait son travail de sensibilisation et d'accompagnement, de rapprochement des familles, des personnes. Mais maintenant, si on passe outre les initiatives mises en place par le gouvernement, ça veut dire que on commence déjà à aller à l'encontre de ce gouvernement et ça peut amener les pouvoirs publics à s'y pencher clairement. Et c'est pour cela que au sortir de cette émission, je vais entrer personnellement en contact avec le maire pour que nous puissions voir ce qu'il a lieu de faire pour la survie, pour l'éducation des enfants. Et les enfants qu'on a arrêtés à Yous, peut-être qu'ils sont dans des familles monoparentales
et ce qui peut amener ces enfants à l'équilibre social, l'équilibre psychologique de ces enfants. Donc, c'est un problème à prendre très au sérieux. Vous savez, il y a aussi, il faut dire aux téléspectateurs que il y a des propos qui peuvent être enfoncés d'un côté ou de l'autre, qui peuvent amener une partie à se résilier. Voilà, donc tout ça, on aura à la prochaine émission. Lorsque je serai convié, je vais vous apporter des éléments de compréhension, peut-être même de solution. C'est pour espérer tout cela que nous voulons aussi passer la parole à Bléreux Niemek. Déjà, la lecture sur cette dénonciation, un monsieur qui a complètement abandonné ses enfants. On peut dire que l'ex-épouse est déjà du passé, mais la femme a quand même eu le temps et même le courage d'aller auprès de ce dernier et prendre même des initiatives qui pourront amener à ce que le monsieur change d'avis et tenir compte de la vie et peut-être même de la survie de sa progéniture. Voilà la situation. Oui, Jean-Bruno Ifangono, il y a parmi nous nombreux, nous sommes parmi les hommes qui pensons que l'argent que nous dépensons pour nos enfants, notre progéniture, est un paiement que nous faisons aux femmes parce qu'elles ont des rapports avec nous. Oh. Oui, même lorsque l'homme vit avec sa femme, il y en a qui se comportent de la sorte. Si la femme vous a fait le tourne d'eau sur le lit, le matin, vous ne donnez pas la ration. C'est-à-dire, vous mettez à mal la vie de toute la famille. Il faut dire aux hommes que nous ne payons pas les services de la femme en nous occupant de notre progéniture. Il faut bien distinguer parce qu'on peut trouver beaucoup de choses à l'intérieur. On peut trouver que la femme lui a manqué de respect. On peut trouver, on parle d'église là, que l'église s'en est mêlée, l'église a causé ci ou ça. Mais est-ce qu'on fait le distinguo? Parce que le monsieur est la cause principale de la venue au monde de ses enfants. Tout à fait. Donc il doit s'en occuper. C'est un devoir. Et c'est pour cela que nous sommes responsables. Maintenant, est-ce qu'il y a des sortes de freins du côté de la femme? Parce qu'un autre monsieur peut estimer, ça vous le verrez, qu'il voudrait être avec ses enfants pour s'en occuper. Parce que même du point de vue économique, ça peut être ça peut être bénéfique pour lui-même. C'est pas souvent évident. On a dit qu'il travaille à la mairie, on n'a pas signalé le poste qu'il occupe à la mairie. Mis à part ceux qui arrachent les choses aux gens en route. Les awara, les bandits, les criminels et autres. Ok. Les agents de la mairie, pour quelques-uns, sont sous-payés. Sous-payés. Et je vous dis 50 000. Quand on n'est pas bien payé, ce n'est pas évident que de les envoyer à quelqu'un d'autre. Il faudrait que M. Basson et le DP de Leader Press se rassurent que le monsieur a tenté des rapprochements. Il a tenté de prendre avec lui ses enfants. Parce que si c'est le cas, si tu veux seulement recevoir ma pension alimentaire pour vivre, je ne le ferai pas si tu refuses de me donner mes enfants. Là, je veux clarifier la chose. Là encore, c'est très important. Oui, non, si je veux avoir mes enfants avec moi, pour leur donner mon éducation et le reste, et m'occuper d'eux, tu ne peux pas les utiliser comme arme de chantage. Si tu les utilises comme arme de chantage, je vais aussi utiliser mon argent comme arme de chantage. Qu'on soit clair là-dessus. L'homme a la primauté, je pense, dans ce cas-là. Quand il a dit qu'on avait réduit son salaire à 25 000, je crains qu'elle fasse dans les métiers où, voilà, les aides de maison, les techniciens de surface. Ce n'est même pas au Cameroun, ce n'est même pas un métier parce que il suffit que le patron ne se réveille pas bien pour qu'il vous dise le lendemain qu'il n'a plus besoin de vos services. Donc vous n'avez aucune assurance. Donc, je dis qu'il faudra voir les contours, mais le principe que nous retenons, c'est que les hommes de sexe masculin doivent prendre en charge leur progéniture, qu'ils soient en bon ou en mauvais termes avec la génitrice. Lorsque notre femme est venue à la maison, vous aussi qui venez souvent dans les unions recomposées, sachez que le patrimoine comprend l'actif et le passif. Les enfants sont permanemment à la charge de votre mari. Donc vous devez les intégrer. Vous qui venez d'arriver. Vous qui venez d'arriver, ne vous dites pas que nous on va faire les nôtres. Bon, ceux-là ils peuvent mourir en comédia
Vous appelez je ne veux même pas le voir ici. Vous appelez souvent votre village. Mais on met ça là. Non, vous avez un village encore plus en brousse là. Yétotane. Yétotane, quelque chose comme ça. Donc, Blériot, ne vous dites pas que ceux-là peuvent aller mourir à excusez le mien, le vôtre est en pleine ville. À Yétotane. Non. Donc voilà. Merci. Merci. Mais sauf que ce qu'il vient encore d'aborder comme élément d'argument me pousse à m'interroger sur comment cette femme a négocié et peut-être comment elle-même restait avec les enfants. Parce que, il faut le dire, aujourd'hui, nombreuses sont celles-là, les femmes qui refusent catégoriquement de remettre la charge de l'homme pendant que celui-ci réclame vivre avec ses enfants après des unions d'une relation, quelque chose de ce genre. Ah oui, Jean-Bruno, première chose, je voudrais d'abord m'interroger pour savoir, est-ce que ce monsieur était légalement marié à cette dame? Non. Il n'était pas légalement marié. En fait, les autres réflexions, supputations n'auraient pas dû être. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par les affaires sociales. Ouais. Lorsque vous arrivez aux affaires sociales, on regarde de tous les côtés, on voit, est-ce que vous l'homme, vous avez pris une nouvelle épouse? Maintenant, est-ce qu'il y a, par exemple, la protection? Il y a une possible protection de ces enfants si on vous les donne. Parce que c'est vous qui avez la possibilité de nourrir normalement les enfants. Si on se rend compte que les enfants seront plus à l'aise chez leur maman, bien que celle-ci n'a pas le moyen de les nourrir, on va laisser la garde des enfants. Et encore que la loi exige ou bien autorise la maman de rester avec l'enfant mineur jusqu'à 7 ans, avant de pouvoir peut-être donner. Je peux me tromper au niveau de l'âge, mais il y a un certain âge. Il y a un certain âge, n'est-ce pas, à partir duquel on ne peut pas enlever l'enfant aux côtés de sa maman. Voilà, ça, c'est le premier pan de réflexion. Le deuxième pan de réflexion, c'est la personne qui a le pouvoir, n'est-ce pas, d'achat. C'est-à-dire que, comme c'est le papa qui a le pouvoir d'achat, on regarde, normalement, le papa devrait avoir l'achat des enfants, mais s'il y a c'est-à-dire que des petits problèmes, des petits soucis au niveau de la protection des enfants et l'épanouissement des enfants, on laisse la garde des enfants à la maman, quitte à ce que le papa rationne les enfants étant chez leur maman. Alors, du moment où le papa a été là-bas, aux affaires sociales, et qu'il a consenti, sous procès verbal, il a signé qu'il accepte de reverser 50 000, ça devient automatique. Alors, ce que la femme devrait faire, c'est de se rapprocher de la mairie pour représenter la situation. Si ça ne marche pas, il saisit le juge au plan social pour que le juge entérine, reconnaisse la décision qui a été prise, n'est-ce pas, au niveau des affaires sociales, pour que ce salaire soit automatiquement reversé. Parce que sans cela, la mairie n'a aucun droit de retenir les 50 000. Okay. Il faut que le mari autorise chaque fois que les 50 000 soient reversés. Mais si ce n'est pas reversé volontairement, la dame a signé le monsieur à la justice avec ce procès verbal pour une exécution d'une, n'est-ce pas, on appelle ça quoi, d'un procès verbal de conciliation. Ok. Dès lors que c'est comme ça, on va interpeller le monsieur et le juge pourrait, s'il reconnaît la valeur de cette conciliation, pourrait ordonner à ce que la mairie retranche sur son salaire 50 000 francs. Maintenant, pour ce qui est du montant du salaire de la dame, vraiment, qu'on dise aux gens au Cameroun que ce sont de prendre les autres comme les personnes ou mieux les sous-personnes ou les sous-hommes. Non, vraiment. Il n'y a plus de salaire de 25 000 au Cameroun. Dernièrement, on a même revu à la hausse le SMIC du Cameroun. Comment vous pouvez prétendre payer 25 000 à une personne et vous attendez à ce qu'il vous rende service? Non. Et d'ailleurs, il n'y a plus de salaire de 25 000. On ne devrait plus avoir de salaire de 25 000. C'est même préjudiciable. C'est même illégal. Parce qu'en réalité, quoique le contrat de travail est intitulé personné et que les parties sont libres de consentir ou de ne pas consentir, il est interdit d'aller au-dessus du seuil légal. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je vous dis. Mais maintenant, la précarité de l'emploi au Cameroun fait en sorte que, comme si vous n'avez pas mieux que ça, vous acceptez quand même. Mais lorsque c'est devant le juge peut revaloriser ça. Ok, nous restons dans la dénonciation. Je voudrais vous relancer, Bernardo, parce que là, il faut convoquer tous les éléments qui peuvent nous faire comprendre la situation. Je vais juste vous raconter une petite anecdote d'un ami. Il y a à peine une semaine, m'a dit la situation dans laquelle il se trouve. Un monsieur, lui n'est pas payé par la monnaie de singe, il est même très bien, parce que travaillant dans une délégation
surtout de la capitale, délégation départementale en plus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il vit avec une femme depuis pratiquement 12 ans. Ils ont 2 enfants. Alors, lui, il est venu à Yaoundé parce qu'étant affecté à Yaoundé, son épouse est restée dans une autre ville. Pendant tout ce temps, il partait le week-end rendre visite à sa famille, tous les besoins nécessaires, il répondait à la lettre. Mais une fois, cela fait relativement 6 mois, il s'y rend encore, il passe le temps avec la famille, naturellement, il passe les nuits avec sa compagne. Et au moment de rentrer, cette dernière vient même dire au revoir à son type avec un régime de plantain que la maman a donné. Mais arrivé à Yaoundé, le monsieur passe 3 jours. Quand il regarde le profil de son épouse WhatsApp, il voit des photos, genre on a célébré un mariage coutumier. Et qui est la principale actrice? C'est celle qui lui a dit au revoir il y a quelques jours. À ce niveau-là, comment peut réagir l'homme? Est-ce qu'il ne peut pas se dire, bon, c'est terminé, restez même avec parce que je vivais avec une vipère? Alors, concernant cette dénonciation, c'est vrai, vous allez me pardonner que j'ai éludé un élément, mais involontairement. Ouais. C'est que au moment de la séparation entre les deux, la dame m'a rapporté que le monsieur est resté avec les enfants pendant 6 ans. Ah. Et c'est lorsque justement il se met avec quelqu'un d'autre, une autre femme, que elle, du moins qu'on lui rétrocède les enfants. Qui? Le monsieur? Oui. Ça devient plus compliqué. Donc c'est la nouvelle femme qui dit, monsieur, moi je ne veux pas de enfants sur moi. Donc bon, ça c'est un élément que j'ai éludé. Mais cet élément nous était très important. Vous voyez que ça, c'est la nouvelle femme. Vous avez lu dans la boule. J'ai éludé involontairement. On n'a pas tous les. Oui, forcément. Vous faites même déjà beaucoup d'efforts, c'est pas écrit. Mais vous voyez, c'est la méchanceté de certaines femmes. Celle qui est arrivée, elle impose le départ des enfants. Et comme beaucoup d'hommes n'ont pas suffisamment de charisme pour gérer ce genre de choses, je ne demande pas aux hommes d'imposer leurs enfants aux femmes qui n'en veulent pas. Parce que les enfants seront exposés. Ils sont fragiles, ils sont tout petits. Mais dès qu'une femme vous donne l'impression qu'elle ne veut pas de ça ne peut pas aller avec vos enfants, votre progéniture, il faut intégrer dans votre tête qu'elle est une femme qui doit partir. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec elle pour qu'elle parte, le moment venu. Donc il faut vous arranger dans ce sens-là. D'accord. Monsieur Ifa, bon, c'est vrai que j'ai plusieurs éléments à dire, mais je vais essayer d'aller méthodiquement. Alors, sur le plan juridique, Maître Maillot a brossé, mais sur la question de l'âge auquel l'enfant peut être retiré de la mère, c'est fonction de la situation. Dans une situation paisible, c'est à partir de 7 ans que le père peut revendiquer l'enfant. Dans une situation de conflit, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, articles 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l'enfant, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut retirer l'enfant de la mère à tout moment. Voilà. Donc, dans l'intérêt supérieur, donc c'est si l'enfant est en danger, si on prouve que peut-être la mère a des comportements qui peuvent peut-être à la vie de l'enfant, ou à son intégrité. Article 2 de la Charte africaine des droits de l'enfant. Donc, mais sur le reste, c'est ce qu'il a dit. Dans une situation de démence, lorsque la maman est dans une situation de démence, on ne peut pas le confier. Maintenant, sur le plan social, on peut se séparer d'une femme, mais on ne se sépare pas de ses enfants. On peut, excepté si la femme vous refuse les enfants volontairement. Elle vous les cache, elle vous éloigne. Là vous pliez à sa décision, mais classiquement parlant, on se sépare d'une femme, pas de la mère de ses enfants. Pas des enfants. On comprend tout de suite que le monsieur est sous le coup de l'influence de sa nouvelle femme. Bon, oui, on peut quand même le subodorer. On peut peut-être l'affirmer, peut être prétentieux, mais on peut le subodorer. Autre chose, c'est que la dame jusqu'ici a fait tout ce qu'il fallait, à mon sens. C'est-à-dire aller rencontrer le monsieur, discuter avec lui, il n'y a pas eu d'entente, aller au service social. Jusque-là, il y a eu un PV qui a été dressé, qui a prévu les nouvelles conditions, les nouveaux rapports entre le monsieur et son ex-compagne, fixés à 50 000 francs CFA de pension alimentaire par mois. Donc, elle a fait ce qu'il fallait. Il ne reste que l'action du juge maintenant, avec son impérium, pour forcer le PV à être exécutoire. Maintenant, j'aimerais vraiment subtilement dire à la dame que si le monsieur l'a quitté pour les raisons de l'église, il faudrait qu'elle se remette en question.
Ouais. Parce que parfois, on élude les raisons pour lesquelles quelqu'un peut partir. Moi, je connais des cas dans lesquels l'Église a détruit les foyers. Non, une Église ne doit pas se substituer au mariage. C'est impensable. Voilà, faut pas... Oui. Donc, j'aimerais lui dire que, parce que d'après ce qu'elle m'a rapporté, puisqu'elle n'était pas seule avec un monsieur d'église, et le monsieur lui-même m'a dit vraiment, nous souvent ici à l'église, on se bat pour les enfants. J'ai salué. J'ai dit c'est bien. Parce que il m'a dit, il se cotise souvent pour payer la scolarité aux enfants le moment venu. Mais je pense que parfois, en tout cas, c'est pas bien de parler de soi toujours, mais pour moi, déjà que moi je suis dans la tradition, moi je suis dans le mbok, moi je suis un mbok. Donc, forcément, les églises, moi je serai pas dedans. Mais si jamais une femme rentre tellement dans l'église au point où elle vous pourrit la vie, il faut qu'elle comprenne que vous devez vous séparer d'elle. D'accord. Et concernant les femmes qui arrivent dans les foyers, les femmes qui arrivent dans les foyers là, vraiment que les hommes élèvent un peu leur taux vibratoire, que les hommes s'élèvent un peu et grandissent un peu. Une femme arrive dans ton foyer et elle t'impose qu'elle ne veut pas tel enfant, elle veut tel enfant. Mon sang, Mathieu le même. Mon sang. Mais c'est simple. Ma chérie, moi je suis même d'abord, je suis le sucre national. Moi je suis d'abord même, je suis beau garçon. Donc tu n'es pas contente, ok. La porte est ouverte, grandement ouverte. Bonjour, monsieur Jean-Bruno Fangono. Parlant de la situation des enseignants, vos panélistes font bien de signaler que les enseignants vivent mal, mais il faut dire qu'il y a quand même qui exagèrent au lycée d'Nkolbison. Le professeur de philosophie des classes de première n'enseigne pas. Les enfants vont à l'examen dans 5 jours avec 5 chapitres sur 12. En classe, ils séparent les élèves qui font ces répétitions et ceux qui ne font pas les répétitions. Comment vont donc les évaluer? C'est Fernand de Oyumaban qui nous dénonce une situation. C'est une dénonciation. C'est peut-être un parent. Hein. C'est peut-être un parent. Peut-être un parent. Et ça, il faut regarder avec un œil qui... interroge de plus en plus parce que la situation semble bien grave. Quelques autres réactions aussi que nous n'allons pas prendre pour l'instant. Le temps pour Bernardo a dit ses quelques conseils, a prodigué ses quelques conseils. Blériot, en quelques mots, conseil à donner à cette famille, tant pour l'homme qu'à la femme, pour le bien-être des enfants. Non, que l'homme privilégie le bien-être des enfants, qu'il fasse de son mieux pour que ses enfants ne manquent pas de pitance. Ça, c'est le plus important. Oui. Qu'il les soigne quand ils sont malades, et ainsi de suite. Ambroise? En ma qualité de patriarche de la tradition bantou, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que au centre de la vie, l'humain. Au centre de la vie, l'humain. S'il n'y a pas l'humain, la vie n'a pas de sens. Et sur ce, je voudrais inviter les deux parents à trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est quoi? C'est que l'association religieuse à laquelle elle appartient doit tout faire pour aider le monsieur. Parce que le monsieur, comme ils aiment entendre que quelqu'un est possédé, le monsieur peut être possédé par la nouvelle femme. Merci. Et il faudrait qu'il y ait des séances de prière pour exorciser le monsieur, pour qu'il revienne à des meilleurs sentiments. Parce que dans la finalité, c'est sa progéniture qui en est danger. Merci. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire là? Le monsieur est déjà dans une situation où il vit avec une autre femme. Mais il faut qu'il sache qu'il a des enfants dehors. C'est sa progéniture, donc il s'en occupe. Et qu'il ne tient pas compte de l'entourage. Il y a toujours des gens là autour, les tantes, les soeurs, les frères, qui sont là toujours en train de donner des conseils et autres. Et du moment où son ex s'est mise avec un autre homme, ça peut aussi être l'objet de son refus de s'occuper de ses enfants. Donc, qui n'en tient pas compte. Vraiment, l'intérêt supérieur des enfants voudrait qu'il s'en occupe pour son bien. Bonjour, Info TV. Chez nous, on dit, c'est-à-dire, Maître Mario peut traduire. C'est-à-dire, le plus important n'est pas de donner de la vie à l'enfant, mais il faut le faire grandir. Juste pour vous informer que ce qui est écrit dans les journaux, que l'homme Pangar débite déjà de l'énergie, est faux. S'il vous plaît, enquêtez sur cette actualité. Merci. Que des dénonciations ce matin. Bonjour Jean-Bruno Fangono, merci.
Et à ton panel, très belle émission, s'il vous plaît, pourriez-vous me procurer le numéro de Bernardo Basson, si possible? J'ai une dénonciation. Ça sera fait. Je dis, c'est toujours sous son aval que je le fais. Bonjour, cher démineur, Maître Mayo, s'il vous plaît, parlez de ce que vous connaissez. Vous dites que les élèves ne peuvent pas penser ce genre de choses seuls. C'est parce que vous ne connaissez pas qui sont réellement vos enfants hors de vos maisons. Ils sont même capables de pire que vous croyez. C'est Serge Thierry Fouet de Kounou qui nous le dit. C'est vrai, hein? Et c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ah oui, parce que Lorsqu'on parle de l'absentéisme des enseignants, c'est d'abord le mode de vie de ce dernier. On ne prend pas compte de après l'affectation d'un enseignant fait plutôt plus de 3 ans sans salaire. Comment un sac vide peut se tenir debout? Adèle Deseka. Bonjour à tout le panel. Je remercie l'autopsie de Sierre Basson sur l'éducation au Cameroun. J'ajouterai pour ma part que Madame la ministre fait tout simplement ce qu'elle fait. Ces injonctions seront vaines pour l'instant qu'elle se batte à satisfaire les enseignants par le biais de la signature et des effets financiers des avancements et surtout l'application du statut particulier. Quelle est cette histoire? Toujours le bâton et jamais la carotte. Et parfois, pour bénéficier des droits qui vous reviennent, il faut parfois organiser des veillées de prière. Abdenego Doyomaban dit qu'il fait des jours de jeûne pour rentrer dans son dû. Bonjour Jean Bruno, parlant de la situation des enseignants, vos panélistes font bien de signaler que ce message a déjà été lu, version SMS. Bonjour Blériot a tout dit et je reviens sur mes propos de la candidature de Blériot en 2025. On est là, on attend pour militer pour son parti. C'est saoulé depuis... Vous ne connaissez pas sa destination? Lisez. Oh là. C'était pour savoir si vous êtes déjà en contact. En quoi Yaoundé. C'était pour savoir si déjà vous êtes en parfaite connexion avec votre désormais militant. Bonjour le plateau. Concernant l'histoire, je constate que vous passez outre le fait que la femme soit membre d'une église. Ne savez-vous pas que vos églises contribuent à la séparation des couples? S'il vous plaît, menez mieux vos enquêtes et vous allez vous rendre compte que ce monsieur a raison. C'est Joseph de Deux Chevaux. C'est du côté des Kounou. Merci à vous, Joseph. Voilà, c'est avec ce dernier message que nous allons conclure. Bonjour Jean Bruno. Le comble est que les gars réussissent toujours à... Non. Il faut que les hommes sachent que même la mère de leurs enfants ne doit en aucun cas élever seuls leurs enfants alors qu'ils sont vivants et croient devoir s'occuper uniquement de ces autres enfants qu'il a décidé d'aller ajouter à ses responsabilités. Il faut jauger sa bourse avant d'aller vider pour engendrer d'autres progénitures. Si on n'est pas capable, on n'en fait pas. C'est compliqué au Cameroun et pour cela, il faut bien s'organiser. La justice devrait faire le nécessaire pour que ces 50 000 soient versés directement vers sa chère dame. Oh là là. Et c'est même insuffisant puisque le monsieur devrait s'occuper du logement et entretien multiple de ses enfants. Merci, c'est depuis Ferrara que je vous écris. Il a envoyé ce message 3 fois. C'est pour insister et dire ce qu'il pense sur le sujet. Bonjour à tous sur le plateau. Impressionnant panel. Je vis une situation, je suis une fille avec laquelle je suis avec une fille. Nous avons une enfant. Je me bats dans les petits boulots. Je me bats donc. Oh là, mon Dieu. En faisant une formation, actuellement, je traverse des difficultés financières et le bailleur qui prend 1 an de loyer nous demande de libérer sa maison. Je demande à ma copine qu'on aille chez ma mère pour un moment. Elle refuse et qu'elle ira au village avec l'enfant. Que faire? Merci, je compte sur votre sagesse pour m'éclaircir. Mbok, depuis Fougerolles à Yaoundé. Merci, on aura le temps avec Blériot, le patriarche Blériot, le patriarche Médard Manga, ainsi que
Bernardo qui peuvent dire un mot à propos, mais ça sera juste après cette virgule. La suite de votre programme Espace Miné sur Info TV, mesdames et messieurs, c'est dès maintenant. Et nous allons tout simplement résumer les conseils et même les interventions des uns et des autres sur la dénonciation, en rappelant au monsieur de jouer franc jeu et de voir de plus en plus mieux la situation, parce qu'il s'agit en effet et naturellement que de sa progéniture. Et un téléspectateur dit, et j'ajoute que j'ai essayé de chercher un emprunt pour payer une maison, mais je ne trouve pas. Et là, c'était un téléspectateur qui a besoin de votre aide, Blériot. Il dit qu'il vit avec une dame et ils ont un enfant. Maintenant, il n'a plus assez de moyens pour subvenir à tous les besoins, notamment celui relatif au loyer, parce que le bailleur menace même de les mettre dehors. Ils ont un an d'impayé. Et le monsieur propose plutôt à sa copine ou alors à son épouse d'aller d'abord rester chez sa mère, ce que la fille n'accepte pas. Ils ont un an d'impayé, où il a dit le bailleur exige de payer un an. Un an. Oui, mais c'est pas la même. C'est pas clair. Bon, c'est pas. De toutes les façons. Là n'est même pas le problème. Bon, le problème est ailleurs. Ouais. Lorsque vous avez maigri, vous percez de nouveaux trous sur votre ceinture. Donc, c'est le monsieur a maigri. Il lui faut de nouveaux trous sur la ceinture. Et la femme doit comprendre ça. Sinon, le pantalon va tomber. Elle est déjà habituée à l'appartement, je ne sais pas quoi, la maison de luxe dans laquelle il vivait. Ce n'est plus ça. Et si il faut comprendre, selon votre lecture, qu'ils ont un an d'arriéré, ça veut dire que depuis un an, ils essayent de paraître, de vivre au-dessus de leurs moyens. Je ne vais pas faire le procès de comment ils ont géré jusque-là, mais la réalité est là, le monsieur ne peut plus affronter les dépenses, il doit prendre du recul. Et si la seule alternative qui lui reste, c'est de rentrer d'abord chez maman, je crois qu'il doit y rentrer avec le matériel qui lui appartient et les personnes. Là-bas, il doit faire l'effort de ne pas mettre long. Ça doit être un tremplin. Juste un moment pour reprendre la vie normale, parce qu'effectivement, deux femmes ne vont pas cohabiter dans la même maison. Mais ça peut être un passage obligatoire à cette femme de comprendre. Si maintenant elle préfère plutôt aller, elle a dit au village avec l'enfant, vous savez, il ne faut pas souvent quitter le commandement. Quand vous quittez le commandement, on peut vous remplacer. Donc, elle peut aller au village et trouver qu'à son retour, la place a été occupée. D'accord. Je vous ai vu... je voulais ajouter quelque chose là. Oui. Il faudrait que cette fille compatisse. Que les femmes ne se disent pas... Parce que dans votre lecture, il me revient que le monsieur dit qu'il est en train de faire une formation. Enfin, qu'il fait des petits boulots, mais il est en train de faire une formation. Vous comprenez toute la peine qu'il endure pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est-à-dire s'occuper d'abord d'une famille en situation de formation. Que les femmes comprennent que quand vous êtes dans un foyer où vous êtes unis à un homme, la charge de la maison ne revient pas seulement. Il y a certaines femmes qui ont cette paresse de croiser les bras tout le long de la journée. Elles peuvent aussi aider ce monsieur, n'est-ce pas, à vivre un certain nombre de choses. Le village de qui? De monsieur ou bien il semble que c'est dans le village de la femme elle-même. Non. Il semble que c'est dans le village de la femme. Donc elle concourt plutôt que de dissuader. Peut-être s'il y a un ancien, un ex qui l'attend quelque part. Parce que lorsque une femme tient tête à l'homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose en guise sous rouge. D'accord. Il faut que le monsieur la comprenne ça comme ça. Chez nous, moi je me disais encore ça l'autre jour. Ta femme n'est pas forcément celle que tu aimes ou qui t'aime. Ta femme, oui. Dans le bloc, ta femme, c'est celle avec qui tu peux traverser certaines épreuves. Celle avec qui tu peux porter certains fardeaux. Elle supporte une partie, tu supportes une partie. Vous traversez des cours d'eau jusqu'à arriver au moment de la prospérité. Okay. Maintenant, cette femme, Monsieur Niemek et Maître Mayo, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous êtes beau. Il n'y a pas de problème. Elle veut rentrer au village. Qu'elle aille, si elle insiste, parce que on a marre de supplier pour des choses évidentes. Elle sait que son compagnon n'a plus assez de moyens. Qu'elle rentre au village, qu'il la remplace.
Ah, c'est ça. D'accord. Ça ne peut-être qu'on n'a pas bien compris. C'est le garçon qui propose d'aller chez sa mère. D'aller chez sa mère. Enfin, les trois d'abord. Chez sa mère. Mais la femme dit qu'elle ne part pas là-bas. Elle préfère plutôt son village. C'est vrai que dans le principe, ta femme n'est pas censée habiter avec ta mère. Ça, c'est le principe. On ne peut pas nier cela. Sauf que, M. Ndegoula l'a dit, quand tu maigris, tu pèses un troupeau bien serré. Mais si elle ne veut pas serrer, le Camerounais sert depuis 82. On fait la ceinture depuis 82. Nous, on se fait si on ne veut pas le soutenir, il n'y a pas de problème. Merci. Il rentre au village, il la remplace. Merci. Bonjour, monsieur Sangono. Bonjour au Nelson Mandela de l'analyse qui est Blériou Niemek. Beaucoup de courage au conteneur de modération, monsieur Perfecto. Le Cameroun marche désormais sur la tête et réfléchit avec les pieds. Un très mauvais vent s'annonce. Pourquoi nous? Pourquoi le Cameroun? S'interroge un téléspectateur qui malheureusement n'a pas signé sa participation. Bonjour au panel, bonjour monsieur Jean-Bruno Fangono pour la dénonciation du jour. Un homme ayant refait sa vie doit se séparer de toute nouvelle compagne soupçonnée de mettre à mal l'existence des enfants de son homme. Par ailleurs, il y a une catégorie de femmes aux mœurs douteuses couvertes par leur famille qui font des enfants et refusent la paternité et même l'acte de naissance aux supposés géniteurs, mais espèrent recevoir de l'argent alors que tout brouillard n'est pas dissipé. C'est Blaise Sida qui nous a écrit ce matin. Merci. Les autres messages, ça sera au cours de la réflexion que nous devons apporter sur la thématique centrale de notre émission de ce matin. Mesdames et messieurs, c'est sans transition que nous abordons le sujet parlant des transitions. Justement, ce n'est pas une redondance, mais c'est comme ça que ça doit se dire. À la tête des États de notre pays, nous sommes plus principalement dans la zone francophone. Nous observons depuis un bon bout de temps, ou alors depuis très longtemps, ce qui se passe et on a l'obligation de s'interroger aujourd'hui. Comment regarder la situation? Je commence par vous, Ambroise Médard Manga. Les vents nous parviennent et nous obligent à poser le problème sur la table aujourd'hui. Voilà, le sujet arrive à point nommé parce que le Sénégal est en lambeaux aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire l'a été hier, et continue de payer le prix de cette guerre qui a détruit ce beau pays. Alors, transition politique en Afrique francophone, quel regard? Le regard que le directeur de publication, journaliste, Ambroise Médard que je porte, c'est que nous avons une réelle volonté de détruire ce que nous avons de commun par nos égoïsmes. C'est ça qu'il faut retenir. Lorsque nous allons voir en Afrique, et particulièrement au Cameroun, la transition fait problème. Le problème, c'est quoi? C'est que on ne voudrait plus être Camerounais. La plupart de certains acteurs politiques ne voudraient plus être Camerounais. La plupart des acteurs politiques sont expatriés. Et c'est pour cela, quand on est expatrié, vous savez, quand vous arrivez dans le pays de l'autre, vous vous en foutez de ce qui peut arriver. Et c'est ça que nous avons. Quand nous parlons de la Centrafrique avec Bozizé, nous voyons que la transition peut être paisible lorsque nous respectons ce que nous-mêmes nous avons ficelé comme constitution, nous respectons ce que nous avons mis en place comme idéologie pour la bonne marche de la cité. Mais c'est le contraire. C'est bien le contraire chez nous. Les gens arrivent au pouvoir et quand ils arrivent au pouvoir, ils s'éternisent. C'est là où le problème commence. Est-ce qu'on peut avoir un président qui fait 40 ans et parler de transition? Non, on ne peut pas parler de transition parce que là, il y a une réelle volonté de ne pas parler de cette approche. Lorsque nous sommes au Gabon, quand vous voyez un président comme Ali Bongo qui est diminué, tout le monde le sait, mais il y a des lobbies qui sont tapis dans l'ombre, qui le maintiennent. Pourquoi ne pas organiser une élection telle que le prévoit la Constitution
nous voyons ce qui se passe au Sénégal et on a dit que le Sénégal nous parle. Quand Macky Sall, nous avons battu campagne en tant que panafricain pour qu'il accède au pouvoir, on a dit le mandat c'est 5 ans renouvelable une fois et aujourd'hui il veut modifier la constitution. Pourquoi? Pour quel motif? Si on va au pouvoir pour le bien général, je ne puis pas penser, M. Fangono, que l'Afrique centrale ait des problèmes au niveau de la transition. Non, la transition c'est très simple. On dit dans la télévision Info TV, Espace Minier sera présenté par Parfait ici pendant un mois. Quand le mois arrive, l'autre mois c'est Jean-Bruno et Fangon. C'est un exemple. Il ne faudrait pas que quand la fin du mois de tel présentateur arrive, de tel ou tel présentateur arrive, qu'il commence à faire des invectives pour dire que l'autre ne présente pas bien, l'autre c'est moi, c'est moi. Vous voyez à peu près. C'est-à-dire, la transition, c'est comme dans les télévisions où aujourd'hui, vous êtes là, et l'espace minier fonctionne. Ça prouve que, après, si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre peut arriver et modérer. C'est cet esprit-là que nous devons cultiver dans ce qu'on appelle transition politique dans la zone subsaharienne. Bernardo, ça c'est la volonté, peut-être même la vision de Ambroise Médard Manga, mais ce qui saute à l'œil nu, c'est que l'Afrique semble avoir ce problème comme un caillou dans la chaussure, dans sa propre chaussure. Parler de transition, c'est comme si ce n'était pas de ce monde. Justement parce que le vocable transition même, en sciences politiques, pose problème. Ouais. Je ne suis pas adepte du remorquage intellectuel aigu. Mais Raymond Aron disait que la transition, c'est lorsqu'on passe d'un régime autocratique vers un régime démocratique. Oui. Et Hutchinson, tout ce monde-là, parlait un peu de cela. C'est pourquoi dans des pays dans lesquels c'est calme, on parle plus d'élections. C'est dans les pays dans lesquels il y a un conflit entre un conflit de succession réel qu'on parle de transition. Maintenant, à mon humble sens, il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est que la question de la démocratisation en Afrique n'a pas encore été réglée quant à sa véritable périodicité. Pour certains, c'est en 1956, avec la loi Gaston Defferre, où on concédait au territoire d'Afrique francophone une relative autonomie. Pour d'autres, c'est en 1960 quand on prend les indépendances, dont le premier pays est le Cameroun, le 1er janvier. D'autres encore, c'est en 90, avec le mouvement d'émancipation qui s'est développé. Donc, on n'arrive pas encore à situer à quel moment est-ce que l'Afrique se démocratise. Voilà le premier problème. Le second problème, à mon sens, c'est la trop grande prégnance de l'ancienne métropole. C'est-à-dire le pouvoir un peu trop grand de l'ancienne métropole. Vous voyez de quel pays je parle, qui a notamment des intérêts pétroliers et financiers en Afrique francophone et qui forcément se rassure de maintenir au pouvoir certaines personnes qui ne seraient là que pour servir leurs intérêts. Et là, on découvre ce troisième problème qui est malheureusement la réelle émancipation des peuples d'Afrique francophone. Méfions-nous. Aujourd'hui, je l'ai dit ici, et un aîné me l'a soufflé. Il va se reconnaître certainement. Nos politiques africaines ont commis une erreur dans les années 80-90. C'est qu'elles ont permis à certains jeunes d'être éduqués et d'être formés. Ceux qui fréquentent à ce moment-là. Au Cameroun, vous en avez, hein. Mathias Obonangini, Valère Bessala, Monsieur Blériot Niemek. Donc des gens qui, durant ces années 80-90, sont nés et ont grandi, sont éduqués là, qui sont très intelligents. Du coup, ils sont éveillés, ils sont futés. Et vous voyez donc qu'à ce moment-là, ils peuvent, par leur réflexion, insuffler une dynamique nouvelle, dans laquelle donc, le peuple noir aujourd'hui n'est plus aussi inculte qu'avant. C'est vrai, ceux qui sont 95-2000, on l'a dit tout à l'heure, sont abrutis. Voilà pourquoi on a justement pensé à les abrutis, pour qu'ils n'arrivent pas à s'adosser à ceux qui étaient là avant et devenir vrais contre-pouvoirs. Donc, comme les jeunes aujourd'hui sont éveillés, c'est partout en Afrique noire, hein, c'est-à-dire au Sénégal, au Mali, vous voyez qu'au Mali, il y a des problèmes, au Burkina, des problèmes, en Côte d'Ivoire, des problèmes, parce que je vois qu'il y a une jeunesse émergente qui est déjà consciente. Donc, aujourd'hui, le problème sera très profond et on migre vraiment vers un printemps africain. Parce qu'il y aura une guerre, on ne souhaite pas, il y aura des guerres. Mais si on n'arrive pas à avoir des institutions fortes et avoir de vrais consensus politiques, nos pays risquent d'être vraiment à feu et à sang. C'est mon humble avis sur la question.
Bien, Blériou Niemek, on a le cas du Sénégal, dont évoqué tout à l'heure Ambroise Médard-Manga, on a le cas de la Côte d'Ivoire. Ils sont même légion aujourd'hui. C'est vrai que dans le déroulé premier de Bernardo, il a bien fait de mentionner l'explication profonde dans les sphères politiques de ce que c'est qu'une transition. Mais là, on se pose la question, pourquoi ailleurs, ça passe aussi facilement, mais en Afrique, c'est comme si on ne voudrait pas être de ce monde et on se dit, c'est un coin à part. Afrique francophone. Justement. Non, vous faites bien d'évoquer le cas du Sénégal et je vais vous rassurer, Macky Sall ne passera pas. Ah. Il ne passera pas. Le Sénégal a ses habitudes. Il faut lire la politique des pays dans la durée. Macky Sall ne passera pas. Ouad n'a pas pu. Ce qu'il tente là, le vieux Ouad, le surdiplômé, le surintellectuel, n'a pas pu. Macky Sall ne pourra, lui il est tout petit, là, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, il ne pourra pas. Vous voyez? Donc il y a des pays sérieux comme ça. Oui. Depuis les années 60, après les indépendances, le Sénégal a été pris en charge par un savant, un très grand poète, Léopold Sédar Senghor, Tout à fait. qui a géré le Sénégal pendant une vingtaine d'années. En 80, le pouvoir est passé entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Lorsque ce quelqu'un d'autre a essayé d'empêcher Ahmed Abdoulaye Wade de devenir président, le peuple sénégalais a résolu le problème. Lorsqu'arrivé au pouvoir, Maître Abdoulaye Wade a senti les effluves embaumés du pouvoir, il a voulu s'y éterniser. Le peuple sénégalais lui a dit, nous, ce n'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on s'est Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ils l'ont mis de côté. On comprend que Macky Sall, après 10 ans, a pensé qu'il pouvait faire à la technique des autres pays d'Afrique francophone. Ça ne passera pas. Le Sénégal est un grand pays. Par contre, pour généraliser dans l'Afrique francophone, ce n'est pas toujours le cas parce que la grande métropole s'assure toujours que ce soit ceux qui lui ont le plus fait allégeance qui dirigent le pays. Tout à fait. Et lorsqu'elle a déjà assis cette allégeance auprès de certains individus, elle ne veut plus prendre de risques. Elle se dit, bon, c'est d'ailleurs les Français qui le disent, vaudrait mieux un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ignore. Mais vous ne pensez pas que c'est trop diabolique? Oui. Vous ne voulez pas découvrir un ange, vous voulez vous habituer à des démons. Et on le dit souvent, on voudrait mieux un démon qu'on connaît. Non, le démon en démocratie, votre caractère angélique ou démoniaque est défini par la Constitution. Vous passez un temps, quelque bon que vous soyez, vous êtes appelé à vous retirer. Je ne connais pas un seul président d'Afrique francophone qui ait les capacités managériales, intellectuelles et autres de Barack Obama. Barack Obama a géré 8 ans et il s'est retiré. Il aurait pu dire que, bon, on va tenter. Bon, là aussi, c'est la maturité des peuples. Hein. Oui. Vous demandez pourquoi chez les... Non. Nous sommes encore au niveau animalier. C'est encore les animaux qui font ce genre de choses-là. Chez les humains, on ne fait pas ça. Non, chez les humains, vraiment, quand ça arrive, vous vous retirez calmement. Aux États-Unis, c'est prévu 4 ans fois 2. Même si vous êtes Albert Einstein qui revient en vie, vous associez à Ruben Umniobe, à Mandela, à n'importe qui, vous seul, vous avez tous ces cerveaux. Dès que les 8 ans, si vous avez pu atteindre 2 mandats, sont terminés. Vous n'êtes même plus élu. On dit au quartier, c'était bon. Vous ne pouvez même pas... Et là, Barack Obama a souligné, parce que je l'ai cité, la force des institutions. Chez nous, les institutions ne signifient rien. Et même ceux qui les incarnent, vous allez voir en Afrique francophone, c'est toujours un président du Conseil constitutionnel qu'on manipule, c'est toujours un président de ci ou ça qu'on manipule pour dire que non, la Constitution, c'est nous qui l'avons écrite. Et non, s'il vous plaît, la Constitution, c'est comme la Bible. On ne peut pas se permettre, sauf les catholiques font souvent ce qu'ils appellent les conciles, sauf après un concile, estimer qu'il y a des choses majeures. On ne peut pas se permettre parce qu'on veut plaire à un homme de tailler la Constitution tous les jours à la mesure de l'homme. Vous savez, dans votre pays, le vôtre, on est en voie d'aller vers un mandat de 20 ans.
Parce qu'il y a un mandat qui va jusqu'en 2025. Vous aimez parler quand c'est le pays des autres, le Sénégal, ça vous semble loin. Là, vous êtes à l'aise. Dès qu'on dit le vôtre, voilà. Il y en a qui demandent. C'est la Constitution qui prévoit tout cela. Non, la Constitution. Une Constitution frélatée. Il y en a qui demandent qu'on ramène même les élections en 2024. Bon, moi, je leur ai suggéré de ramener en 2023 et de donner un mandat de 20 ans. Ça, c'est des nègreries qu'il faut abandonner. Il faut aller vers le pouvoir avec l'idée de servir. Or, il a tellement bien fait, et c'est pour cela que je me suis fâché contre un garçon que les Camerounais apprécient bien. À peine avait-il pris un pouvoir dans une fédération. Il a quelques-uns de ses amis ici, qu'il a déçu la jeunesse en allant dire que non, le mandat là ne sera plus de 4 ans, il sera de 7 ans. Quand un jeune fait des bêtises comme ça, quelle est l'image? Vous travaillez bien, mais vous travaillez pour un temps. Les cimetières sont remplis d'hommes indispensables. Monsieur Yemek provoque quand même beaucoup. Hein. Non, il est pertinent. Monsieur Yemek provoque. Non, il est pertinent. Là, il est en train de me provoquer. Vous ne pouvez pas avoir l'idée de faire partir le mandat de 4 ans à 7 ans. Ce sont des nègreries. Et il dit qu'il a ses amis sur le plateau. D'équipe, en tout cas. Mais merci. Bien, Maître Mayo, on a quand même cette envie de revenir et d'insister là-dessus, parce que votre voisin le plus immédiat, lui, il a dit, on ne peut pas parler de transition à plus de 40 ans, je ne sais pas pourquoi, mais ici, on se pose la question, pourquoi ça n'a même pas toujours été aisé? Si on reste dans la Somme, nous sommes relativement à 5 transitions avec beaucoup de bruit en Afrique, et cela nous inquiète de plus en plus quand on sait que c'est une affaire qui nous concerne tous. On doit beau dire, ou alors beau se dire, c'est moi le président, mais après il faut songer à céder le fauteuil aux autres. Sauf que ça ne se passe pas aussi tranquillement et c'est toujours sous très haute tension. Oui, Jean-Bruno, la question, et c'est pour ça que j'ai aimé l'intervention de Bernardo. On aurait pu parler de l'alternance que de parler de transition, parce que l'alternance... Et les questions d'alternance ne sont pas seulement africaines. Voyez-vous, nous sommes en France, peut-être 2e ou 3e République, ou 4e République, fut quelqu'un qu'on appelait Napoléon Bonaparte, qui était président de la République. Et justement, à son époque, la Constitution limitait le nombre de mandats à 2. Et lorsqu'il est arrivé en fin de mandat, ou 2e mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de changer la Constitution, le type s'est fait un coup d'État. Un matin, il se lève, il dit au peuple français, bon voilà, celui qui est maintenant au pouvoir n'est plus Napoléon Bonaparte, c'est plutôt Napoléon Ier. Donc la France revient en ce moment à l'époque de la monarchie, qu'elle s'était affranchie des siècles après, ou des siècles avant. Alors là, c'est la question française. Maintenant, il faut donc dire que, en réalité, la question d'alternance est inhérente à l'espèce humaine, ou mieux à l'homme. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique. Voyez-vous par exemple, en réalité, parlons même de l'alternance. Les constitutions sont des textes qui sont dynamiques. La constitution n'est pas faite pour rester statique. La constitution est faite pour être adaptée. Encore que, lorsque nous sommes en démocratie, c'est la voix du peuple qui domine, qui allait même dire, non, qui prédomine. Maître Mayo, permettez-moi de vous interrompre. C'est ça que j'appelle les nègreries. C'est ça que j'appelle les nègreries. On a dit que Maître Mayo est président pour 2 mandats. Oui. Le peuple, c'est qui? Est-ce que ça, c'est de l'instrumentalisation? Donc, c'est des nègreries. Peut-être en Chine. Non, c'est pas un exemple. C'est des nègreries. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, si vous estimez que vous êtes indispensable, allez regarder dans les cimetières. Il y a plein de gens indispensables là-bas. Quand il parle de c'est de l'instrumentalisation. Je vais rassurer à Bureau que là, je suis sur la règle. Non, c'est de l'instrumentalisation. Est une notion qu'on invente et elle est subjective. Vous manipulez cette notion-là comme quand vous avez le pouvoir. Vous dites aux gens que j'ai le pouvoir. Si vous dites que vous voulez que je revienne, l'année prochaine, vos salaires vont doubler. Ces gens-là redeviennent le peuple qui dit que vous voulez que vous soyez là. Ça ne veut rien dire. Il faut simplement vous retirer. Parce que quand Dieu créait, il vous a créé pour un temps limité. Je vous ai dit que c'était à un moment ou à un autre. Il faut arrêter les nègreries.
Vous retirez simplement. Il y a, in any place you are, you should know that there are people who can do better than you do. Alors, merci pour cette parenthèse que le consultant bureau a rajouté, n'est-ce pas, à mon intervention. Je suis sur la règle de droit pour dire qu'en réalité, de manière simple, de manière simpliste, vous savez qu'en démocratie, et comme le bureau semble mettre écarté, n'est-ce pas, cet aspect de choses, c'est le peuple qui domine, la volonté du peuple qui domine. Et il n'est même pas exclu que pour des questions de frais ou de limites, n'est-ce pas, qu'on fasse partir un bon président pour laisser aussi passer un mauvais président. Mais nous ne sommes pas là-bas. Je voulais simplement dire ceci, que en réalité, la démocratie même en Afrique ne peut pas, l'Afrique ne peut pas, ou mieux l'Afrique noire ne peut pas mieux implémenter la démocratie européenne. Pourquoi? Parce que en réalité, l'Afrique noire n'est pas bâtie sous le socle de la démocratie européenne. Or, l'Afrique noire a une démocratie. Parce que, voyez-vous, avant la démocratie qui nous a été importée, la dévolution du pouvoir était successorale. C'est-à-dire que dans nos monarchies, on savait du coup que lorsque nous sommes, c'est le fils aîné du chef par exemple, ou le fils de la fille du chef qui prendrait le pouvoir. Et c'était connu. Bon, maintenant, on est venu, on nous a apporté une démocratie. Et nous avons nous-mêmes, nous nourrissons nous-mêmes ces envies. C'est-à-dire que cet appétit de nous éterniser également au pouvoir, parfois contre la volonté du peuple. Est-ce que dans les sociétés où il y a la monarchie, est-ce qu'on crée le roi pour sa longévité? Non. Dans les sociétés où il y a la monarchie... Vous avez déjà vu un président américain interroger le peuple américain sur la modification de la durée des... Monsieur la société américaine n'est pas autant un exemple pour tout. Ne disons pas la question. Est-ce que vous avez déjà vu un président suggérer au peuple américain la modification du mandat? Du tout. C'est un peuple, n'est-ce pas? Oui. Je vous dis, il y a des choses qu'il ne faut même pas imaginer. C'est des manipulations. Le peuple est une notion subjective. On manipule le peuple comme on veut. Il faut simplement se fixer des règles auxquelles on se soumet. Oui. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, disait Rousseau, est liberté. Vous faites vos 2 mandats, vous vous retirez. Je n'ai même pas eu le temps de chuter. Si bureau permet que je chute pour sortir par là, vraiment, c'est pas pour valider ou encore donner caution à ce que change la Constitution. Mais sinon, maître Mario, chaque pays a sa politique. Chaque peuple également a sa politique. Si aujourd'hui on pense que ce qui s'est passé... Nous décrions tous, je vous vois venir, Jean-Bruno, nous décrions tous le fait que les présidents africains, surtout les présidents d'Afrique noire, changent toujours de constitution pour s'éterniser au pouvoir. Parfois, et là, dans notre contexte, c'est toujours contre la volonté du peuple. Chaque pays, selon vous, a sa politique. Et quelle est la politique, selon vous, de chaque pays? Mais c'est le mieux-être de tous. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, et là je rejoins un peu M. Nyemek, le dynamisme textuel doit migrer vers l'amélioration des conditions de vie durables des populations. Les textes sont censés être dynamiques. Et si nous sommes donc dans cette vision-là... Sauf qu'en Afrique noire, francophone, le problème de la dynamisation des textes ou de leur mise en mouvement ne cadre qu'avec la jouissivité du pouvoir, parce que le pouvoir il est jouissif. Donc ceux qui y sont... Mais on ne peut aussi bloquer la dynamisation des textes. Manifester, le manipuler et l'exploiter jusqu'au bout de ce qu'il propose. Donc, non seulement la dynamisation des textes, mais je parle de l'applicabilité même de ces textes qui donnent l'onction à celui justement qui tient les manettes. C'est pas possible justement en Afrique francophone de mettre sur pied une vraie démocratie. Je l'ai déjà dit ici que la démocratie, c'est tout simplement l'amélioration des conditions de vie des populations. On a pensé qu'il fallait que le peuple décide parce qu'il est majoritaire et il peut mieux penser collectivement. Sauf qu'on a désigné des personnes qui auraient pu gérer cela. Mais ici, il faut satisfaire la métropole. Il faut qu'elle décide qui reste pour les intérêts miniers, pétroliers, dans la plupart des cas. Donc, vraiment, ne vous en faites pas. Au Sénégal, moi aussi, je pense que Macky va passer à la trappe. Mais ça, c'est possible là-bas. Parce que dans d'autres pays africains que je connais plus ou moins bien, le peuple est tellement faible, tellement peureux,
que voilà, on n'a pas de chance. On laisse faire. Bonjour le panel. Dans la dénonciation, l'homme doit s'occuper de ses enfants. Un point c'est tout, c'est Jenny depuis Kondengui qui est revenu sur la dénonciation de Bernardo ce matin. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci pour le travail abattu. Alors qu'est-ce que je dis ce matin? Ce n'est pas une compassion lorsqu'on recule pour mieux sauter. Cette femme doit savoir que la famille se construit ensemble dans le couple et seule comme cette dame voudrait le faire croire à son époux. Non, ce n'est pas possible. Elle suppliait son compagnon en donnant ce que le bailleur demande. C'est Léopold Ledoux à Mbalmayou. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Bonjour. Il faut respecter les mandats arrêtés dans la Constitution. Un point, c'est tout. Merci, on a compris. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci. Salut plateau et à tous les sacs de modérateurs. Monsieur Niemek, toutes vos prises de parole sont des merveilles. Je suis édifié grâce à vous. Bonne suite d'émission. C'est Pasto depuis Kribi qui nous écrit. Merci et bonne journée également à vous Pasto. Merci de nous regarder surtout depuis la très belle ville côtière Kribi. C'est Mesdames Manga qui voulait prendre la parole parce que votre voisin, lui, l'a complètement effacé, repoussé, mais en rappelant que, enfin, moi je vais peut-être insister là-dessus, en rappelant que chaque peuple a quand même ses orientations, ses envies, ses ambitions, et cela peut pousser en temps à la révision de la Constitution, et peut-être même aussi à ce que nous vivons. Mais la question fondamentale reste celle de savoir, est-ce que c'est pour autant que, quand il va arriver de céder peut-être le siège, qu'on doit avoir des bruits de bottes partout? Oui, j'entends, je voudrais, avant de répondre à la question, j'entends certaines personnes dire que l'Afrique noire, l'Afrique n'a pas bien cédé à la démocratie, l'Afrique a fait ceci. Je voudrais dire que nous sommes dans le contexte de la mondialisation. Et lorsque toutes les nations ont embrassé cette mondialisation, il ne faudrait plus qu'il y ait des parenthèses pour dire que il fallait. Je voudrais dire à Maître Mayo que il ne faut jamais parler du peuple au Cameroun. Je prends le cas du Cameroun. Il ne faut jamais parler du peuple. C'est-à-dire? Puisqu'il n'y en a pas. Quoi? Je suis en train de vous le dire à Mondo Vision. Vous avez vu le cirque que les gens ont organisé tout récemment là pour appeler le président à ce l'appel du peuple. Ça, c'est du folklore. Ça, c'est ce que Blaireau appelle les négreries. Vous ne pouvez pas, dans une constitution, appeler un président à se représenter. C'est absurde. C'est très absurde. Pourquoi? Parce que la constitution dit que c'est en 2025. Vous avez vu des individus qui doivent être interpellés pour avoir appelé à une élection anticipée. De quel droit? C'est le peuple. Quel peuple? Je suis en train de vous dire que je parcours le Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. De manière un peu amicale, de vous dire ce que c'est que le peuple. Voilà, je vais vous dire, en 2011, lors de l'élection présidentielle, il y a un concept, ils ont appel du peuple. C'est le peuple qui a appelé. C'est pas le peuple qui a appelé. C'était une illusion, c'était une constitution fictive qu'on a imposée au peuple. Le peuple n'a jamais, je dis que le peuple n'a jamais appelé. Il y a le peuple. On a instrumentalisé les populations. C'est ça qu'il faut que, moi je suis journaliste d'investigation, j'ai été, quand les gens font la filoterie là, tu dis, cette filoterie là, moi je l'ai vécu. Il faut dire aux Camerounais qu'ils doivent devenir le peuple. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Je le dis. Non, je le dis en télévision parce que vous voyez, on parle de la vie chère au Cameroun. S'il y avait un peuple, le peuple se serait levé pour contrer le gouvernement à prendre des dispositions. Mais donc, pour Médard, il y a le peuple que lorsque ça l'arrange. Non. Alors quand on fait des marches, des revendications. Non, des revendications objectives. C'est ça. Ce n'est pas les cas des revendications objectives. C'est ça votre peuple, Mesdames, Manga. Je dis des revendications objectives. Quand vous voyez, on dit que l'appel du peuple en 2011, ça n'a jamais été l'appel du peuple. J'ai dit que ça a été l'instrumentalisation de la population. D'accord. Maintenant, pour la démocratie, c'est de laisser à Blaireau Niemek, à Mayo de parler lorsque vous leur donnez la parole. Et de ne pas s'interférer.
dans la prise de parole de l'autre. C'est ça la démocratie. Et quand, de commun accord, nous sommes ici à Info TV, à l'entame de l'émission, Maître Mario disait que c'est 10h, 11h52, c'est ça non? C'est parce qu'on a arrêté que l'émission là, le format c'est 10h, 11h52. Et je vois sur les plateaux de télévision, quand 11h52 arrive, on dit que non, je voudrais chuter. Je voudrais, donnez-moi encore une prise de parole. Ça, ce n'est plus respecter ce qu'on s'est fixé. Quand l'heure arrive, on n'a plus rien à dire. Et c'est ce que je voudrais, j'invite tous les présidents, les dirigeants africains, j'invite tous les peuples africains à respecter les clauses que nous nous fixons. Merci. Pour la thématique du jour, la transition politique en Afrique francophone est plutôt problématique. Cela est dû au mandat colonial dont la rupture n'a pas vraiment été opérée. Les gouvernants pensent devoir leur magistère à un tiers exogène et ne sont pas dans l'optique de s'en aller. Nonobstant le régime d'un peuple décidé à embrasser un changement de personne ou alors un changement de système. L'exemple sénégalais est l'illustration même d'un peuple mûr, averti est prêt au sacrifice suprême pour imposer sa volonté. Comme Blériot le pense, je suis d'avis que Macky Sall est déjà défait et sortira par la petite porte. C'est Blaise Sida qui est l'auteur de cette participation. Bien, après son message, on va prendre cette autre pluie de réactions. Bonjour à tout le monde sur le plateau. J'adore Monsieur Ngemek, surtout qu'il est impartial et juste dans ses analyses. Au Cameroun, celui qui parle de transition est plus dangereux qu'un trafiquant de drogue. Le problème avec nos dirigeants, c'est qu'ils mangent tellement les ressources de notre pays, ils profitent tellement des biens et des richesses de notre pays qu'à un moment ils ont cru qu'ils étaient des demi-dieux. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout pour se maintenir. Comment un seul ministre peut avoir 2000 hectares de terrain et en pleine ville de Yaoundé? Il a eu cet argent où et quand? Dans certains pays, par exemple, comme dans celui que je vis, des gens fuient le poste de ministre parce que, selon eux, il y a trop de boulot, pas de repos et trop de sacrifices pour ce poste-là. Pour son pays, mais au Cameroun, des gens sont prêts à tout pour être ministre, même s'il faut vendre des âmes humaines. Des âmes humaines. Le Cameroun est un gâteau national qui se partage entre un groupe d'individus. Voilà pourquoi nous avons 63 ministres, excusez du peu, au Cameroun, alors que les pays comme la France, Allemagne et la Chine en ont moins de 18 ministres. À quoi nous servent ces 63 ministres selon vous? La question reste posée, c'est juste une façon de se partager le gâteau. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont compétents, mais ils sont là parce qu'il fallait les récompenser. Merci pour votre participation. Bonjour les démineurs, je suis parfaitement d'accord avec le consultant planétaire, le tonton Bernardo, mais à mon avis, cette situation de transition passera par une révolution des mentalités. Nous devons nous débarrasser de tous les pilleurs et des bouffons avec leur simulacre de démocratie. C'est Loric qui est l'auteur de cette autre participation. Bonjour à tous les démineurs. L'Afrique francophone n'a pas de problème d'alternance. C'est l'Afrique centrale qui souffre de ce problème-là. C'est dommage que la mort ou les armes soient les seuls outils d'alternance dans la zone CEMAC. Tous ceux qui présentent les motions de soutien le font pour des besoins individuels. C'est Dani Yves depuis Kribi qui nous écrit. On doit rester dans la Constitution et nous rendre compte que notre temps reste juste pour quelques 3 minutes et essayons de faire cela avec vous, de dire qu'on n'a pas respecté la Constitution. Je commence par Blériot, mot de clôture pour cette émission concernant la transition en Afrique, quand on a tout dit et on a tout démontré que ce n'est pas évident, avec certaines envies qui nous laissent comprendre que d'aucuns veulent s'éterniser. Il y a un groupe d'esprits diaboliques qu'on appelle imposants et puissants. C'est ce groupe-là qui habite ceux qui gèrent souvent le pouvoir. Quand vous commencez à goûter au pouvoir, tous les mauvais esprits qui tournent autour du pouvoir vous habitent et vous imposent de rester dans le pouvoir.
il faut savoir s'en détacher. Les hommes sont des serviteurs à tous les niveaux. Et le service dure un temps. Il y a un temps pour briller, un temps pour s'éteindre. Il n'y a aucun être indispensable sur cette planète. Et la meilleure manière de montrer votre indispensabilité, c'est de tellement bien faire qu'on passe le temps à vous regretter. Mais vous ne pouvez pas vous éterniser. Il n'a pas été donné à l'homme d'être éternel. D'accord. Bonjour à tout le panel. Moi, je suis Jean-Pierre Ngono Ongene. Mon regard sur la transition politique en Afrique est lamentable simplement parce que les Africains sont loin d'avoir dans leur culture un regard égal des uns envers les autres. L'isocratie n'existe pas dans leur ADN. Pourtant, ils sont périssables au même degré que leurs frères lambda. Il faut que l'Africain inculque cela dans sa mentalité, car l'Afrique a un souci de mentalité. Bernardo. Moi, je pense que les Africains doivent s'éduquer et se former, peu importe le moyen, pour être prêts à gérer les choses. La nature a tout réglé. Quand vous regardez son cycle de fonctionnement, elle met les choses en alternance. Il y a le principe du vide et du plein. Les choses se vident et se remplissent. Il y va également de la vie humaine. Donc, on n'a pas besoin forcément d'arriver aux extrêmes pour comprendre que les choses finiront par changer d'elles-mêmes. On a à se cultiver, à se former et à se préparer pour être prêt le moment venu. Bonjour le panel, monsieur Niemek, vous êtes pire. Par exemple, à chaque fois qu'un panéliste a la parole, vous interrompez le monsieur pour faire passer votre message et votre idée. Quoi de très normal de nous montrer que vous pouvez laisser aussi les autres parler pour parler démocratiquement. Merci. Ambroise Midar Manga. Oui, en quelques secondes, je voudrais inviter le président de la République à condamner tout ce qu'il appelle à se représenter ou bien à anticiper les élections. Et je voudrais également rappeler que lorsqu'on parle de transition, c'est de partir de A. Et lorsqu'on parle d'alternance, c'est de céder de pour. Merci. Bonjour Monsieur Fangono ainsi qu'à tous vos panélistes. Très belle émission et très belle thématique aussi. Seulement, j'ignore pourquoi certains sur votre plateau restent dans le pilori de ce que Blériot appelle des négreries. Dans la quinquée de la filouterie, dans le saupoudrage, non, le mot là n'est pas ce que moi je connais. C'est Cédric depuis Sefta et Kounou. Merci de dire. Oui, je voudrais dire aux présidents africains, surtout ceux qui sont en Afrique centrale, de ne pas tomber dans le piège du non-respect de la Constitution, et surtout lorsque le mandat arrive à sa fin et qu'il ne faut plus se représenter, vraiment il faut respecter la Constitution. Bonjour sur le plateau, ça ne changera jamais tant qu'il y aura une minorité autour du gâteau. En fait, je dis ça, je ne dis rien, c'était de Mbengti Yaoundé. Il y a d'autres messages que nous ne pouvons malheureusement pas lire parce que nous voulons respecter le temps. Merci à vous, Pierre Niemek, d'avoir été les nôtres. Bernardo Basson, Ambroise Midar Manga, Maître Nayo. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h du côté de Mviayendak. Bonne journée à toutes et à tous.